Le procès des régimes communistes n'a pas eu lieu et donc c'est pour cette raison qu'on s'interdit de comprendre notre histoire, de comprendre la réalité. Comment je me suis retrouvé ici? Historien. Alors ça, c'est mon histoire familiale. J'ai des grands-parents qui ont vécu dans l'Empire russe et qui ont dû quitter l'Empire russe. Ils étaient en fait d'origine et russe du côté maternel, mais aussi ukrainienne et biélorusse du côté paternel. Et juste avant la révolution de 1917, qui les a poussés à partir, ils habitaient du côté paternel en Crimée et du côté maternel à Odessa. Et donc ils sont arrivés en France dans les années 20. Et voilà, ils ont eu leur histoire. Et simplement, cette histoire-là, à moi qui suis né en 66, donc bien des années plus tard, on ne me l'a pas racontée. Il y a eu une sorte de non-dit et je me demandais pourquoi. Quand on est jeune, on a envie de comprendre des choses essentielles, existentielles. Moi, je sais qu'il y a eu un moment de prise de conscience où je faisais n'importe quoi à l'école, où je revenais avec des mots sur le carnet, où j'étais très dissipé. Et voilà, il y a eu un moment où enfin, ma mère m'a pris entre quatre yeux et m'a dit « Antoine, il faut que je te raconte ce qu'a fait ton grand-père. Et ton grand-père, il s'est battu pour la justice, il s'est battu pour la vérité, il est allé jusqu'à mourir. » Et ça, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, j'avais 12-13 ans, j'ai commencé déjà à avoir du recul. Et voilà, j'ai commencé à faire des études d'économie, etc. Puis ça ne convenait pas, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je fasse de l'histoire pour creuser ma propre histoire. Et c'est en creusant ma propre histoire que j'ai compris pourquoi on ne m'avait pas raconté ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, pour le dire en deux mots, une très grande partie de ma famille a été zigouillée par les communistes, par les bolcheviks d'un côté, mais aussi par les nazis de l'autre. C'est-à-dire que j'ai un grand-père, par exemple, qui a aidé des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est fait arrêter, qui a maintenu son explication qu'on ne pouvait pas persécuter les juifs et que lui voulait être solidaire avec eux. Donc il a été envoyé dans un camp de concentration et il est mort en 1944 à Dora. D'un autre côté, j'ai appris bien plus tard, en allant travailler à Moscou, que si on ne me racontait pas certaines choses, c'est aussi parce qu'une partie de ma famille était restée en Russie et qu'il y en a un qui était même devenu général de l'armée rouge et qui ne voulait surtout pas qu'on sache, etc. Et il y a eu des retrouvailles qui sont faites quand j'ai travaillé à Moscou. Un jour, je suis passé à la télévision, voilà, on s'est retrouvés. Donc, c'est grâce à ce travail d'historien, j'ai travaillé sur une revue russe de l'émigration entre 1925 et 1940, que j'ai compris en fait les drames profonds qui s'étaient produits, la montée des totalitarismes, le travail de liberté aussi qui a été fait, mais qui était tellement douloureux, puisque voilà, ma mère a perdu son père, elle avait 5 ans, que ça ne se transmettait pas. Et moi, j'en suis arrivé à la conviction que c'était indispensable, au contraire, d'atteindre la vérité pour pouvoir ensuite la transmettre. Et surtout, au-delà de ma propre personnalité, j'ai vécu 17 ans en Russie, en Ukraine, et le nombre de personnes qui m'ont dit à l'époque, il y a des choses dont on ne pouvait pas parler, des non-dits énormes. Par exemple, que la religion était persécutée. Et en même temps, la religion, c'est quelque chose de tellement énorme, de tellement existentiel pour la vie d'une famille, que c'était présent. Et par exemple, à Pâques, dans les familles soviétiques, les parents disaient rien, parce que si les enfants apprenaient que leurs parents étaient croyants, ils pouvaient se faire dénoncer et envoyer au goulag. Simplement, voilà, la mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait un œuf rouge sur la table pendant la période pascale, sans rien dire. Et l'enfant, il passait à côté, il comprenait qu'il y avait quelque chose d'incroyable,
de sacré, de respectueux, au point qu'on n'ose pas demander, mais qui est là. Et donc voilà, moi j'ai vécu ce genre de choses autour par exemple, des disputes de l'immigration russe. Ils se sont disputés à fond, mais on ne pouvait pas en parler parce qu'il fallait dire l'immigration russe, c'est nous qui avons les vraies valeurs, ce n'est pas les communistes, ce n'est pas les bolcheviks, c'est nous qui avons les vraies valeurs, et donc ne parlons pas de ce qui fâche. Or, ils se sont étripés dans les années 30. Et donc moi, comme historien, il y a eu un moment où j'ai voulu savoir, mais au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où j'ai creusé l'œuvre de Berdiaïev, où j'ai compris que c'était une forme de pensée personnaliste, l'œuvre du père Serge Boulgakov, où j'ai compris que c'était une théologie fondée sur la sagesse, l'œuvre de Fedotov, où j'ai compris que c'est le premier historien russe qui a reconnu l'Ukraine comme étant un pays indépendant. C'est la première fois qu'un historien russe, en 1945, reconnaît l'Ukraine indépendante. Mais tout ça, il ne fallait pas en parler, parce que l'important c'était, on avait une lutte commune, c'était les communistes, les bolcheviks qui avaient zigouillé une partie de la famille. Donc voilà, moi j'ai voulu sortir de ça, parce que l'historien, il doit aller se coller à la vérité, même si elle n'est pas agréable à entendre. Parce qu'on s'est interdit de juger les crimes du régime communiste, eh bien, on s'est retrouvé dans une situation d'amnésie. C'est ici, près de Smolensk, dans cette clairière de la forêt de Katyn, que l'on a découvert les corps de 10 000 officiers prisonniers de l'armée polonaise assassinés par les soviets. Tous ont été exécutés de la même façon, un coup de revolver dans la nuque. On remarque les mains liées. Il y a un rapport qui a été fait par un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe qui explique que la façon avec laquelle on enseigne l'histoire en Europe, c'est en Europe de l'Est une vision nationaliste des choses et en Europe de l'Ouest une vision amnésique des choses. C'est-à-dire qu'on s'est interdit de juger ce qui a fait une des sources profondes de l'évolution historique du XXe siècle, à savoir la puissance des idéologies, et notamment l'idéologie communiste. Donc on est dans une situation d'amnésie, de postmodernisme aussi. Moi j'ai eu comme professeur Pierre Nora, qui s'interdisait de juger les crimes du passé, parce qu'il disait mais on ne doit surtout pas faire rentrer dans la salle de classe le juge d'instruction. Et donc voilà, à chacun de se faire sa propre opinion. Ça, pour les Ukrainiens, c'était impossible. Parce que s'ils ne jugeaient pas les crimes, non seulement du nazisme, mais aussi du communisme, ils ne pouvaient tout simplement pas exister comme nation. C'est la raison pour laquelle ils ont adopté des lois mémorielles en 2015. Et ces lois mémorielles ont dit, nous, on considère que et les crimes du nazisme et les crimes du communisme sont condamnables, et notre État doit reposer sur des principes éthiques. Voilà. Et c'est ça qui, au bout du compte, a poussé un certain nombre de pays occidentaux, d'abord au Canada, aux États-Unis, et puis en 2022-2023, après qu'on ait vu l'extension de la guerre sur l'ensemble du territoire ukrainien par la Russie, que des députés français ont commencé à se dire mais il serait peut-être temps qu'on juge les crimes du passé, et qu'on a adopté une résolution au Parlement pour dire qu'il y a bien eu un génocide en 1932-1933 en Ukraine, une volonté claire du pouvoir soviétique d'éliminer une nation pour des motifs impérialistes. Et donc voilà, c'est incroyable de se dire qu'il a fallu attendre plus de 80 ans avant qu'on ne commence à regarder l'histoire en face. Effectivement, un quart de l'Assemblée nationale s'est abstenu lors du vote sur la résolution du Golodomor comme génocide. Et c'est une abstention que je trouve scandaleuse et qui montre qu'il y a un problème de fond. Par
parmi ces députés, pour la plupart d'extrême gauche, des Insoumis, du Parti communiste, une incapacité à regarder l'histoire en face, à regarder notre propre histoire et la propre histoire du Parti communiste en France. Vive Staline! Staline est l'homme de la paix, parce que l'Union soviétique, le pays du socialisme, est par définition le pays de la paix. Ce manque de clairvoyance, ce manque de courage empêche d'être de plein pied dans l'histoire et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il n'existe pas, il ne peut pas exister dans la politique soviétique de tendance à l'expansionnisme économique et politique. On n'y convoite point les territoires d'autrui. On n'y est pas amené, comme aux États-Unis, à choisir entre la crise ou la guerre. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'une partie de ces députés refuse de reconnaître le Golodomor comme génocide et le fait qu'une partie de ces députés refuse, souvent la même, d'envoyer des armes à l'Ukraine. Parce que, après tout, est-ce que l'Ukraine ne serait pas responsable? Après tout, est-ce qu'elle ne devrait pas faire partie de l'Empire soviétique? Qu'est-ce que c'est que ce sécessionnisme? Voilà, on s'est interdit de comprendre l'identité propre de l'Ukraine, on s'est interdit de comprendre l'identité propre du régime stalinien, et donc aujourd'hui, on s'interdit de contribuer à ce que l'histoire puisse être éthique et que les droits de l'homme et le droit des nations puissent être défendus. Soumise à la cruelle épreuve de la guerre, s'est avérée supérieure en tout point au système capitaliste et tout particulièrement à la dictature fasciste, qui est la forme la plus brutale et la plus sanglante de la dictature du capital. On peut pas mettre au même niveau la mémoire du communisme avec la mémoire du nazisme. Parce que la mémoire du nazisme s'est transformée en histoire. Et il y a eu un véritable travail qui a été muséifié. Et le fait que ça soit muséifié, le fait que ça soit rentré dans des programmes, dans des manuels, ça permet la durabilité. Ça veut dire que plusieurs générations ont appris qui était Hitler, qui était Goebbels, qui était Himmler, ont vu de leurs yeux vus, ils sont allés à Auschwitz parce que, là encore, ça a été muséifié, ont vu les horreurs qui ont été pratiquées sur les tziganes, sur les juifs, etc. Donc ça, c'est ça qui permet la durabilité et qui permet du coup d'avoir régulièrement un travail historique qui s'accomplit et qui est vivant. Alors que, encore aujourd'hui, sur la question du communisme, il y a une grande partie des élites post-soviétiques qui justifient Staline, qui justifient Lénine en France. À l'occasion d'une campagne présidentielle, j'ai entendu le secrétaire général du Parti communiste dire « mais Staline, on lui fait des procès, mais c'est lui qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, etc. » Mais ça, rien que cette phrase-là, elle demande à être nuancée, mais de 40 000 façons. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Elle est répétée aujourd'hui encore, là, le 9 mai dernier, sur la place rouge par Poutine, disant c'est la Russie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors que 1, c'est pas la Russie, c'est l'Union soviétique. 2, c'est pas l'Union soviétique seule, sans l'appui militaire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, ils n'auraient rien pu faire. Et surtout, sans l'appui également des troupes ukrainiennes. Voilà. Donc, tout ça fait encore l'objet de débats. N'est pas rentré dans les manuels, n'est pas rentré dans les musées, n'est pas rentré dans le temps long qui permet la durabilité. Donc c'est pour ça que je considère que l'une des 4 causes de la guerre russo-ukrainienne est d'ordre historiographique et qu'il y a urgence pour travailler sur cette question non seulement en Russie et en Ukraine, mais aussi en Occident, en France, puisque aujourd'hui on est dans une sorte d'historiographie postmoderne, celle qui est
celle de mes maîtres, de Pierre Nora, qui est décédé récemment, et je lui rends hommage parce que ça a été un grand historien, mais malheureusement, j'étais en désaccord avec lui lorsqu'il refusait des lois mémorielles, parce que la loi, c'est ce qui permet justement de cristalliser la mémoire en histoire. Et tant qu'on ne la cristallise pas, on ne peut pas la transmettre. Et lui s'interdisait cette cristallisation de la mémoire en histoire de vérité. Voilà, il y a un travail très important à faire sur ces questions-là, et en Europe orientale et en Europe occidentale. Et c'est la raison pour laquelle l'un des projets que je mène au Collège des Bernardins, avec la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne qui réunit 70 instituts de la mémoire nationale en Europe centrale et orientale, c'est de proposer des outils historiques, des archives, le pacte Molotov-Ribbentrop par exemple, qui a longtemps été nié par Poutine, qui est encore nié par une grande partie des historiens post-soviétiques, et notamment les accords secrets du pacte Molotov-Ribbentrop, qui en gros partageaient la Pologne, les pays baltes, une partie de l'Ukraine, entre les deux régimes hitlériens et staliniens. Tout ça, ça a été nié pendant des décennies, et encore aujourd'hui, nous, on va ressortir le document original, on va le scanner, on va le traduire en plusieurs langues pour aider les journalistes, mais plus largement n'importe quel citoyen en quête de vérité, pour qu'ils voient concrètement qu'il y a bien eu un accord entre Molotov et Ribbentrop de partage de l'Europe. Il faut faire ce travail d'historien dès maintenant pour lutter contre la désinformation. On ne pourra pas lutter contre la désinformation telle qu'elle s'est produite le 9 mai dernier encore sur la place Rouge si on s'interdit de travailler les yeux dans les yeux face à la réalité de l'histoire. Encore une fois, la question du nazisme et du communisme n'est pas comparable. Encore aujourd'hui, en Union soviétique, on a des bustes de Staline, on réhabilite Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka. Poutine est imprégné jusqu'à la moelle de la culture soviétique. Ce qui domine aujourd'hui, c'est l'homo néo-soviéticus. C'est des gens qui n'ont pas du tout pris leur distance avec leur passé communiste. Donc c'est pour ça qu'ils le répètent. Pour ce qui est du nazisme, c'est différent. On a aujourd'hui, dans tous les manuels d'histoire d'Europe démocratique, des documents qui sont donnés aux élèves sur la conférence de Wannsee en janvier 1942, qui explique noir sur blanc qu'il y a eu une volonté de génocide du peuple juif assumée. Aujourd'hui, si je me mobilise sur les questions de Russie-Ukraine, c'est aussi parce que je vois que l'histoire se répète dramatiquement. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la grande famine qui a été organisée en 1932-1933 par Staline, et aujourd'hui on a des documents qui montrent noir sur blanc que Staline a ordonné en janvier 1933 d'interdire aux paysans ukrainiens de sortir des frontières de l'Ukraine. Donc c'était véritablement une volonté génocidaire qui a abouti à 4 millions de morts. Ça veut dire 20 000 morts par jour, chaque jour, pendant 6 mois. Et ce crime-là n'a été ni jugé, ni condamné. Et du coup, avec le temps, après la perestroïka, après la venue de Poutine, il en est venu à être justifié, ce crime. Au point qu'aujourd'hui, Poutine
dit non seulement il n'y a jamais eu de génocide, de toute façon oui il y a eu des morts, mais des morts il y en a eu partout, la Russie on n'y est pour rien, mais non seulement voilà, il ne cherche pas à comprendre, mais il le répète. Ça veut dire, à l'époque on appelait ça le Holodomor, la mort par la faim de ce qui s'est passé en 1933 en Ukraine. Aujourd'hui il y a un mot quasi identique, le Holodomor, il y a un ch à la place d'un re, c'est imperceptible pour une oreille française, qui veut dire la mort par le froid. Et qu'est-ce que fait Poutine depuis 2022? Il bombarde toutes les installations électriques pour que les Ukrainiens meurent de froid et se désespèrent. Donc voilà, ne pas juger les crimes du passé, c'est les répéter.